document retrouvé dans les papiers de feu Francis Wayland Thurston de Boston. Il est fort probable que de telles entités, de telles puissances aient laissé des vestiges d'une ère infiniment lointaine où la conscience adopta peut-être des formes et des aspects disparus bien longtemps avant le déferlement de la marée humaine, des formes oubliées dont seule la poésie et la légende ont perpétré le souvenir fugace en les nommant dieux, monstres et créatures mythologiques de toutes sortes. Algernon Blackwood. La chose la plus miséricordieuse en ce bas monde est bien, je crois, l'incapacité de l'esprit humain à mettre en relation tout ce qu'il contient. Nous habitons un paisible îlot d'ignorance cerné par de noirs océans d'infini, sur lesquels nous ne sommes pas appelés à voguer bien loin. Les sciences, chacune creusant laborieusement son propre sillon, nous ont jusqu'à présent épargnés. Mais un jour viendra où la conjonction de tout ce savoir disparate nous ouvrira des perspectives si terrifiantes sur la réalité et sur l'épouvantable place que nous y occupons, que nous ne pourrons que sombrer dans la folie devant cette révélation, ou bien fuir la lumière pour nous réfugier dans la paix et la sécurité d'un nouvel âge de ténèbres. Les théosophes ont pressenti l'envergure grandiose et terrifiante du cycle cosmique au sein duquel notre monde et notre espèce ne sont rien de plus que d'éphémères incidents. Ils ont évoqué d'étranges rémanences en des termes qui nous glaceraient le sang s'ils n'étaient dissimulés par le voile terne de leur optimisme. Mais ce n'est pas à eux que je dois la vision fugitive de ces éons interdits, qui me fait frissonner lorsque j'y pense et me rend fou quand j'en rêve. Cette vision, comme tous les épouvantables aperçus de la vérité, a surgi de l'association fortuite d'éléments distincts. Dans ce cas, un ancien article de journal et les notes d'un universitaire défunt. J'espère que personne d'autre ne commettra jamais cette même association. Je sais avec certitude que tant que je vivrai, je ne me permettrai pas d'ajouter consciemment le moindre maillon à cette effroyable chaîne d'événements. Je pense que le professeur souhaitait comme moi taire ce qu'il avait appris, et qu'il aurait détruit ses notes si la mort ne l'avait aussi brusquement emporté. Mon implication dans cette affaire remonte à l'hiver 1926-1927, avec le décès de mon grand-oncle George Gamel Angell, professeur émérite de langue sémitique à l'université Brown de Providence, dans l'État de Rhode Island. Le professeur Angell était unanimement reconnu comme l'un des plus éminents épigraphistes au monde, et il arrivait fréquemment que les conservateurs des musées les plus prestigieux fassent appel à ses services, de sorte que sa disparition à l'âge de 92 ans reste encore dans les mémoires. Au niveau local, l'intérêt suscité par cette nouvelle fut d'autant plus vif que les causes de son décès étaient mystérieuses. Le professeur avait trouvé la mort sur le chemin de son domicile alors qu'il revenait du ferry de Newport. D'après certains témoignages, il s'était effondré après avoir été bousculé par un noir aux allures de marin qui avait jailli de l'une des arrière-cours malfamées de l'abrupt versant de colline emprunté par le défunt comme raccourci entre les quais et sa demeure sur William Street. Les médecins ne décelèrent aucun trouble organique visible, mais conclurent à l'issue de délibérations embarrassées qu'une vague lésion cardiaque, causée sans doute par l'ascension du coteau escarpé, avait eu raison du vieil homme. À l'époque, rien ne m'incitait à contredire cette assertion, mais je me suis dernièrement mis à douter de son bien-fondé. Et douter est un mot bien faible. En ma qualité d'héritier et d'exécuteur testamentaire de mon grand-oncle, mort veuf et sans enfant, il me revenait de passer au crible tous ses papiers. À cette fin, je transférais chez moi, à Boston, tous ses dossiers et archives. La plupart des documents que j'ai mis en corrélation seront bientôt publiés par la Société américaine d'archéologie. Mais il restait une boîte que je trouvais extrêmement curieuse et qu'il me répugnait d'exposer au regard d'autrui. Elle était fermée à clé,
et cette dernière resta introuvable jusqu'au jour où j'eus l'idée d'examiner le trousseau que le professeur conservait dans sa poche. Je parvins donc à l'ouvrir, mais me trouvai alors confronté à un obstacle plus impressionnant et plus insurmontable encore. Car que pouvait bien signifier le mystérieux bas-relief en argile et les notes incohérentes, les élucubrations et les coupures de presse diverses qu'elles contenaient? Mon oncle, durant ces dernières années, s'était-il laissé abuser par quelque évidente supercherie? Je résolus aussitôt de mettre la main sur le sculpteur excentrique qui avait ainsi perturbé la tranquillité d'esprit d'un honnête vieillard. Le bas-relief, un rectangle grossier et épais de moins de 3 cm pour une surface d'environ 12 cm sur 15, était manifestement de facture récente. Ces motifs, en revanche, n'avaient rien de moderne, tant par l'impression qu'ils dégageaient que par les idées qu'ils suggéraient. Car si le futurisme et le cubisme offrent souvent une délirante profusion de fantaisie, ils reproduisent rarement la régularité cryptique qui se tapit dans les écritures préhistoriques. Et c'était bien une telle écriture que la plupart de ces motifs semblaient former, une écriture que je ne parvins ni à identifier, ni à rapprocher d'aucun alphabet connu, en dépit de mes propres connaissances et des nombreux documents et recueils de mon oncle. Ces mystérieux hiéroglyphes étaient surmontés d'une effigie indubitablement figurative, mais dont l'exécution abstraite ne permettait pas de déterminer la nature exacte. On eût dit une espèce de monstre, ou bien la représentation symbolique d'un monstre, que seul un esprit malade avait pu concevoir. Qu'il me suffise de dire qu'elle imposa à mon imagination féconde les visions successives d'une pieuvre, d'un dragon et d'une caricature d'être humain, et je ne serais pas infidèle à l'esprit de cette chose. Une tête charnue garnie de tentacules surplombait un corps grotesque et squameux, doté d'ailes rudimentaires. Mais c'était bien l'aspect général de cette œuvre qui la rendait si odieusement repoussante. Derrière l'effigie se dessinaient les contours vagues d'un décor à l'architecture cyclopéenne. À l'exception d'un paquet de coupures de presse, tous les feuillets qui accompagnaient cette curiosité avaient été récemment rédigés de la main même du professeur Angel et ne s'embarrassaient pas d'effets de style. Ce qui semblait être le document principal portait le titre « Culte de Cthulhu », méticuleusement tracé en majuscules d'imprimerie afin de faciliter la lecture de ce mot mystérieux. Ce manuscrit était divisé en 2 parties, la première intitulée « 1925, rêve et création onirique de H. A. Wilcox, 7 Thomas Street, Providence, Rhode Island » et la seconde, récit de l'inspecteur John R. Legrasse, 121 Bienville Street, Nouvelle-Orléans, Louisiane, réunion de la SAA 1908. Commentaire du dit récit et compte-rendu du professeur Webb. Les autres feuillets manuscrits consistaient en de brèves notes. Il s'agissait pour certaines de compte-rendus des rêves étranges de différentes personnes, pour d'autres de citations tirées de livres et de revues de théosophie, notamment l'histoire de l'Atlantide et la Lémurie perdue de W. Scott Elliott, et pour le reste d'observations au sujet d'antiques sociétés secrètes et de cultes clandestins, qui renvoyaient à des ouvrages de référence sur la mythologie et l'anthropologie, tels que le Rameau d'or de Fraser ou le culte des sorciers en Europe occidentale de Mademoiselle Murray. Les coupures de presse traitaient pour la plupart des cas de démence extrême et d'épidémies de psychose ou d'hallucinations collectives constatées au printemps de l'année 1925. La première partie du manuscrit principal rapportait une histoire fort singulière. Le 1er mars 1925, un jeune homme mince et brun, à l'air fiévreux et agité, avait demandé à voir le professeur Angel pour lui présenter l'étonnant bas-relief, dont l'argile était encore extrêmement humide et fraîche. Sa carte de visite annonçait Henry Anthony Wilcox, et mon oncle reconnut en lui le benjamin d'une excellente famille de sa connaissance,
qui avait récemment entrepris d'étudier la sculpture à l'école des beaux-arts de Rhode Island et logeait seul à la pension Fleur de Lys, située non loin de cette institution. Wilcox était un jeune prodige aussi talentueux qu'excentrique, qui, dès son plus jeune âge, avait attiré l'attention sur lui en prenant l'habitude de raconter de mystérieux récits et des rêves étranges. Lui-même se présentait comme un hypersensible psychique, mais la bonne société de cette ancienne ville marchande ne voyait en lui qu'un simple marginal. Comme il ne fréquentait guère son milieu, il avait peu à peu perdu toute notoriété mondaine et n'était plus désormais considéré que par une poignée d'esthètes originaires d'autres villes. Même le club des arts de Providence, soucieux de préserver sa réputation, avait jugé son état irrécupérable. Le jour de sa visite, poursuivait le manuscrit du professeur, le sculpteur avait abruptement sollicité les connaissances archéologiques de son hôte en lui demandant d'identifier les hiéroglyphes du bas-relief. Son ton, à la fois nonchalant et emprunté, lui valut l'antipathie de mon oncle, qui lui répondit sèchement que l'évidente fraîcheur de la tablette l'apparentait à tout sauf à l'archéologie. La réplique du jeune Wilcox, qui impressionna suffisamment mon oncle pour qu'il se la rappelle et la recopie mot pour mot, possédait cette fabuleuse charge poétique qui caractérisait son discours et dont je devais trouver de nombreux exemples par la suite. Il déclara « Elle est neuve, en effet, car je l'ai réalisée la nuit dernière lorsque j'ai rêvé d'étranges cités. Et les rêves sont plus anciens que la sinistre Tyr, ou que le sphinx contemplatif, ou que Babylone aux 1000 jardins. » Ce fut alors qu'il entama un récit sans queue ni tête, qui éveilla soudain un souvenir enfoui dans la mémoire de mon oncle et gagna son intérêt fébrile. Il y avait eu, la nuit précédente, une brève secousse sismique, la plus considérable enregistrée en Nouvelle-Angleterre depuis de nombreuses années, et l'imagination de Wilcox en avait été profondément affectée. Durant son sommeil, il avait rêvé pour la toute première fois d'immenses cités cyclopéennes composées de titanesques blocs de pierre et de monolithes crevant les cieux, exsudant une fange verdâtre et imprégnée d'horreurs larvées. Les murs et les colonnes étaient recouverts de hiéroglyphes, et des profondeurs invisibles sourdaient une voix qui n'était pas une voix, mais plutôt une vibration chaotique que seule l'imagination pouvait convertir en son, et que le jeune homme tenta de restituer par cette suite de lettres presque imprononçables. Cthulhu Ftagn. Ce fut justement cette formule inintelligible, point culminant de ce souvenir, qui intrigua et perturba le professeur Angel. Il interrogea le sculpteur avec une rigueur toute scientifique, puis il s'absorba fiévreusement dans l'étude du bas-relief que le jeune homme s'était découvert avoir façonné lui-même, surpris de se réveiller en chemise de nuit dans son atelier glacé. Mon oncle, me déclara plus tard Wilcox, imputait à son âge avancé sa lenteur à reconnaître aussi bien les hiéroglyphes que l'effigie sculptée. Par la suite, son visiteur trouva la plupart des questions du vieil homme tout à fait déplacées, en particulier celles qui tentaient de l'affilier à d'étranges cultes ou sociétés secrètes. Et Wilcox ne comprit pas les promesses de silence répétées qui lui furent proposées en échange d'une admission dans quelque confrérie mystique ou païenne très répandue. Lorsque le professeur Angel fut convaincu que le sculpteur ignorait tout des sectes ou des sciences occultes en général, il implora le jeune homme de venir lui rapporter ses prochains rêves. Cette proposition porta ses fruits car à la suite du premier entretien, le manuscrit dresse la liste des visites quotidiennes de Wilcox, au cours desquelles il décrivit de saisissants fragments d'imaginaire nocturne, toujours empreints du pénible et cyclopéen spectacle de monuments sombres et suintants, hantés par une voix ou une conscience souterraine dont les hurlements monocordes charriaient d'énigmatiques percussions sémantiques impossibles à reproduire, sinon par un grotesque charabia. Les deux sonorités les plus fréquemment répétées étaient celles transcrites au mieux par les lettres Cthulhu et R'lyeh. Le 23 mars, disait le manuscrit, Wilcox manqua à l'appel.
Les renseignements glanés à son domicile révélèrent qu'il avait été frappé par une mystérieuse fièvre et transporté dans la demeure familiale sur Waterman Street. Il avait poussé un hurlement en pleine nuit, réveillant plusieurs artistes de la pension, et avait ensuite alterné entre épisodes d'inconscience et de délire. Mon oncle s'empressa de téléphoner à la famille et, ayant appris que le docteur Tobey s'occupait du malade, rendit dès lors de fréquentes visites au cabinet du médecin sur Thayer Street, afin de s'enquérir de l'état de son patient. Des visions étranges semblaient obséder l'esprit enfiévré du jeune homme, et le praticien ne put les évoquer sans frissonner. Outre la répétition des scènes précédemment vues en rêve, elles insistaient furieusement sur une créature gigantesque, haute de plusieurs kilomètres, à la démarche lourde et traînante. Il ne décrivait jamais précisément cette chose, mais devant la récurrence frénétique de certains termes que lui rapporta le docteur Tobey, le professeur fut persuadé qu'il devait s'agir de la monstruosité sans nom que l'artiste avait tenté de sculpter en rêve. Chaque allusion à cette chose, ajoutait le docteur, annonçait invariablement chez son patient une nouvelle rechute léthargique. Sa température, curieusement, n'était guère supérieure à la normale. Cependant, son état général suggérait une véritable fièvre plutôt qu'un trouble mental. Le 2 avril, aux alentours de 15 heures, tous les symptômes du mal de Wilcox se dissipèrent brusquement. Le jeune homme s'assit dans son lit, stupéfait de se retrouver chez ses parents et sans le moindre souvenir des événements réels ou rêvés qui s'étaient déroulés depuis la nuit du 22 mars. Déclaré bien portant par son médecin, il réintégra son domicile 3 jours plus tard, mais ne présenta bientôt plus aucun intérêt pour le professeur Angell. Son rétablissement marqua la fin de ses visions étranges, et mon oncle cessa de consigner ses impressions nocturnes après une semaine d'insignifiants et futiles comptes rendus de rêves on ne peut plus communs. Ici s'achevait la première partie du manuscrit, mais les nombreuses références aux notes qui l'accompagnaient me donnèrent ample matière à réflexion. À tel point, dois-je avouer, que seul le scepticisme invétéré qui me tenait lieu de philosophie peut expliquer ma méfiance persistante envers l'artiste. Les notes en question décrivaient les rêves de différentes personnes au cours de la période des mystérieuses épiphanies du jeune Wilcox. Mon oncle, semblait-il, avait rapidement mis sur pied un réseau d'informations prodigieusement vaste auprès de presque tous ceux de ses amis qu'il pouvait interroger sans risquer de les offusquer. Il leur avait demandé de lui raconter leurs rêves, en précisant les dates de toute vision marquante survenue récemment. Ces requêtes avaient reçu des accueils variés, mais il avait, à tout le moins, dû obtenir plus de réponses qu'un homme ordinaire n'aurait pu en traiter sans l'aide d'un secrétaire. Il n'avait pas conservé les originaux des lettres de ses correspondants, mais ses notes en dressaient un résumé scrupuleux et parfaitement édifiant. Les personnalités du beau monde et les hommes d'affaires, le sel de la terre proverbial de la Nouvelle-Angleterre, n'avaient pas donné de résultats probants, à l'exception de quelques cas isolés de diffuses et pénibles impressions nocturnes, toujours survenues entre le 23 mars et le 2 avril, date de la phase délirante du jeune Wilcox. Les hommes de science n'avaient guère été plus affectés, hormis 4 cas dont les descriptions évasives suggéraient des visions fugitives de paysages fantastiques, accompagnées, pour l'un d'entre eux, d'une sensation de terreur liée à quelque chose d'anormal. Ce furent les artistes et les poètes qui donnèrent les résultats les plus intéressants, et j'imagine sans mal le déchaînement de panique s'ils avaient été en mesure de comparer leurs réponses. À ce point de ma lecture, et en l'absence des courriers originaux, je suspectais à moitié le compilateur d'avoir orienté ses questions, ou bien d'avoir sélectionné dans ses lettres les seuls éléments corroborant les conclusions qu'il avait préalablement résolu de tirer. Voilà pourquoi je restais persuadé que Wilcox, ayant par je ne sais quel moyen pris connaissance des anciennes données recueillies par mon oncle, avait abusé de la crédulité du scientifique vieillissant. Les réponses données par ces esthètes rapportaient toutes le même récit troublant. Du 28 février au 2 avril,
Une grande proportion d'entre eux avaient fait l'expérience de rêves plus qu'étranges, qui avaient considérablement gagné en intensité lors de la phase délirante du sculpteur. Parmi ces rêveurs, plus d'un quart évoquaient des scènes et des vibrations sonores proches de celles décrites par Wilcox. Et certains avouaient même avoir ressenti une terreur extrême face à cette créature colossale et sans nom qui leur était apparue au cours des dernières visions. L'une des notes mettait l'accent sur un cas particulièrement triste. Le sujet, un architecte de renom passionné de théosophie et d'occultisme, avait sombré dans une violente démence le jour même de la crise du jeune Wilcox et avait rendu l'âme quelques mois plus tard après d'incessants appels à l'aide pour qu'on le sauve d'un démon échappé des enfers. Si mon oncle avait référencé ces différents témoignages sous les noms de leurs auteurs plutôt que par des nombres, j'aurais été en mesure de vérifier leur authenticité au moyen d'une enquête personnelle. Mais de fait, rares furent ceux dont je parvins à retrouver la trace. Parmi ceux-là, cependant, tous confirmèrent les notes du professeur. Je me suis par la suite fréquemment demandé si tous les interlocuteurs de mon oncle avaient été aussi déconcertés par ces questions que ceux que je rencontrais. Il vaut mieux pour eux qu'ils restent dans l'ignorance. Les coupures de presse, comme je l'ai évoqué plus haut, concernaient des cas de panique, de hantise et d'aliénation ayant eu lieu à la même période. Le professeur Angel avait sans nul doute fait appel à une agence de dépêche, tant les extraits d'articles étaient nombreux et leurs sources disséminées aux quatre coins du globe. Là, il était question d'un suicide nocturne à Londres, où un dormeur solitaire s'était jeté par une fenêtre après avoir poussé un cri terrifiant. Ici, d'une lettre sans queue ni tête adressée au rédacteur en chef d'un journal sud-américain, dans laquelle un fanatique prédisait, à partir de ses visions, un avenir funeste à l'humanité. Une dépêche californienne relatait qu'une communauté de théosophes vêtus de robes blanches s'était rassemblée pour célébrer quelque glorieux accomplissement qui ne vint jamais, tandis que des entrefilets en provenance d'Inde mentionnaient à mots couverts une grande effervescence au sein des peuplades indigènes à la fin du mois de mars. Les orgies vaudou se multipliaient en Haïti, et certains avant-postes en Afrique faisaient état de sinistres rumeurs. Des officiers américains affectés aux Philippines furent confrontés au soulèvement de certaines tribus, tandis qu'un groupe de policiers new-yorkais se faisait agresser par une foule de Levantins dans la nuit du 22 au 23 mars. L'Irlande occidentale, elle aussi, abondait en légendes et en folles rumeurs, cependant qu'à Paris, un peintre fantastique nommé Ardois Bonneau exposait son blasphématoire paysage de rêve au salon de printemps de 1926. Quant aux troubles constatés dans les asiles d'aliénés, leur nombre était tel que seul un miracle avait pu empêcher le corps médical d'en constater les étranges similitudes et d'en tirer d'affolantes conclusions. C'était une bien étrange collection d'articles, en somme. Et je m'étonne aujourd'hui du rationalisme implacable avec lequel je choisis de l'ignorer. Mais j'étais alors convaincu que le jeune Wilcox avait eu connaissance des éléments plus anciens cités par le professeur. Les éléments plus anciens qui avaient conduit mon oncle à accorder tant d'importance aux rêves et aux bas-reliefs du sculpteur formaient la seconde partie de son long manuscrit. Manifestement, le professeur Angel avait déjà, une fois auparavant, contemplé les contours infernaux de la monstruosité sans nom, médité sur le sens de ces hiéroglyphes inconnus et entendu prononcer les lugubres syllabes que seul peut retranscrire le vocable Cthulhu. Et tout ceci via un concours de circonstances,
à la fois si terrible et si exaltant qu'il n'était guère étonnant qu'il eût ainsi pressé Wilcox de questions et de demandes de précision. Cet événement s'était déroulé 17 ans plus tôt, lors du colloque annuel de la Société américaine d'archéologie qui s'était tenu à Saint-Louis en 1908. En raison de sa compétence et de ses nombreux travaux, le professeur Angell occupait une place prédominante au sein de tous les débats, et de tous ses collègues, il était de ceux que certains historiens amateurs, profitant de l'événement pour soumettre leurs questions et problèmes divers à l'expertise et à la sagacité des savants, venaient consulter les premiers. Le plus notable de ces spectateurs, qui devint rapidement le centre d'intérêt de toute la manifestation, était un homme d'âge mûr et d'aspect banal, qui avait fait le voyage depuis la Nouvelle-Orléans pour obtenir des renseignements que personne n'avait pu lui donner sur place. Il s'appelait John Raymond Legrasse, et il exerçait le métier d'inspecteur de police. Il avait apporté avec lui l'objet de sa visite, une statuette repoussante et grotesque, visiblement très ancienne, dont il ne parvenait pas à déterminer la provenance. Mais il ne faut pas en déduire pour autant que l'inspecteur Legrasse était féru d'archéologie. Bien au contraire, seules des considérations d'ordre purement professionnel motivaient sa demande d'éclaircissement. La statuette, idole, fétiche ou quelle que soit sa nature, avait été saisie quelques mois plus tôt dans les bayous du sud de la Nouvelle-Orléans, au cours d'une rafle visant un présumé rassemblement vaudou. Les rites qui s'y pratiquaient étaient si déroutants et si abjects que la police avait dû se rendre à l'évidence. Elle venait de mettre à jour un culte maléfique jusqu'alors inconnu et infiniment plus diabolique que même les plus ténébreuses cabales du vaudou africain. De ses origines, en dehors des fables extravagantes et ineptes extorquées aux séides capturés, rien n'avait pu être découvert. Voilà pourquoi la police de la Nouvelle-Orléans se tournait désormais vers n'importe quelle autorité scientifique pouvant l'aider à identifier l'abominable idole et, à travers elle, à remonter la secte jusqu'à sa source. L'inspecteur Legrasse était loin de se douter que sa statuette provoquerait une telle émotion chez les savants. Un simple coup d'œil jeté à l'objet suffit à les plonger dans un état d'exaltation fébrile, et tous se pressèrent bientôt autour de lui pour examiner la minuscule effigie, dont l'étrangeté absolue et l'état d'antiquité aussi indéniable qu'abyssal ouvraient des perspectives inédites sur une ère archaïque encore ignorée. Aucune école de sculpture connue n'avait pu engendrer cet objet terrible, dont la pierre terne et verdâtre semblait attester le passage de centaines, voire de milliers d'années. L'effigie, qui passa lentement de main en main pour que chacun puisse l'étudier de près, mesurait une vingtaine de centimètres et témoignait dans son exécution du plus haut raffinement artistique. Elle représentait un monstre à la silhouette vaguement anthropoïde, mais doté d'une tête de pieuvre, dont le visage n'était qu'une masse grouillante de tentacules. Son corps, d'apparence caoutchouteuse, était recouvert d'écailles, et ses 4 membres étaient pourvus de griffes prodigieuses. 2 longues ailes étroites se déployaient dans son dos. Cette créature, dont semblait sourdre une effroyable et surnaturelle malignité, affichait une corpulence quelque peu boursouflée et trônait, accroupi dans une attitude malfaisante, sur un socle ou un piédestal rectangulaire recouvert de caractères indéchiffrables. Les extrémités de ses ailes touchaient l'arrière du piédestal, sa croupe en occupait le centre, tandis que les longues griffes incurvées de ses membres postérieurs fléchis agrippaient la face avant du socle de pierre et s'étiraient sur un bon quart de sa hauteur. La tête du céphalopode était inclinée vers l'avant, si bien que les terminaisons de ses appendices faciaux effleuraient le dos de ses puissantes pattes antérieures, elles-mêmes refermées sur les genoux relevés à cause de la position accroupie. L'aspect général de la créature dégageait une singulière impression de réalisme, rendue plus subtilement déplaisante encore du fait de l'origine totalement inconnue de la statuette. Son incommensurable et vertigineuse ancienneté était indiscutable. Rien, cependant,
ne permettait de la rattacher à quelque sorte d'art pratiqué aux jeunes heures de la civilisation, ou même de quelque autre ère que ce fût. Plus saisissant encore, le matériau lui-même constituait une énigme, car cette pierre grasse, d'un noir verdâtre moucheté de particules dorées et de stries iridescentes, ne figurait dans aucune des classifications de la géologie ou de la minéralogie. Les caractères qui ornaient son socle étaient tout aussi troublants, et aucun des savants de l'Assemblée, malgré la présence d'une bonne moitié des plus éminents spécialistes mondiaux en la matière, ne parvint à leur attribuer la moindre parenté linguistique. À l'image du sujet de la sculpture et de son matériau, ils appartenaient à quelque chose d'affreusement étranger à l'humanité telle que nous la connaissions, quelque chose qui évoquait des cycles de vie immémoriaux et impies au sein desquels notre monde et nos conceptions n'avaient pas leur place. Toutefois, alors que les scientifiques secouaient un à un gravement la tête et avouaient leur incapacité à résoudre le problème de l'inspecteur, un homme parmi cet aréopage d'experts crut déceler dans la forme monstrueuse de l'objet et ses hiéroglyphes certains éléments qui lui étaient étrangement familiers, et c'est sans attendre qu'il exposa timidement à ses confrères le peu qu'il savait. Il s'agissait de feu William Channing Webb, professeur d'anthropologie à l'université Princeton et explorateur de quelque renom. Le professeur Webb avait entrepris, 48 ans plus tôt, d'arpenter le Groenland et l'Islande à la recherche de certaines inscriptions runiques qu'il avait échoué à exhumer. Et c'est sur la côte occidentale groenlandaise qu'il avait fait la rencontre d'une surprenante tribu ou secte d'esquimaux dégénérés dont la religion, une forme curieuse de culte du diable, l'avait désagréablement frappé par sa férocité et sa barbarie délibérée. De cette religion, les autres Esquimaux ne savaient pas grand-chose, et ils n'osaient la mentionner sans frissonner, prétendant qu'elle puisait son origine dans des âges affreusement reculés, antérieurs à la création du monde. En plus de pratiquer des rites indicibles et des sacrifices humains, ces adeptes célébraient de saisissants rituels héréditaires, officiés en l'honneur d'un tout-puissant démon ancestral ou Tornasuk. Des rituels dont le professeur Webb avait dressé une rigoureuse retranscription phonétique auprès d'un vénérable Angkok, ou prêtre sorcier, transposant du mieux qu'il put ces litanies en lettres romaines. Mais ce qui semblait à présent le plus important était le fétiche adoré par les adeptes de cette secte, autour duquel ils dansaient quand les aurores boréales enflammaient les cieux par-dessus les hautes falaises de glace. Il s'agissait, indiqua le professeur, d'un très grossier bas-relief de pierre constitué d'une hideuse figurine et d'une inscription cryptique. Et pour autant qu'il pût en juger, elle constituait une réplique grossière mais fidèle de la créature bestiale présentée aujourd'hui devant l'assemblée d'historiens. Cette information, accueillie avec stupeur et émotion par les savants, fit le plus grand effet à l'inspecteur Legrasse, qui ne tarda guère à presser de questions le professeur Webb. Ayant pour sa part copié par écrit l'une des prières prononcées par les séides des marécages que ces hommes avaient arrêtés, il implora le professeur de se rappeler le plus précisément possible les syllabes recueillies auprès de ces Esquimaux adorateurs du diable. Il s'ensuivit une exhaustive comparaison de détails, à laquelle succéda un moment d'effroi silencieux quand l'officier de police et le scientifique convinrent qu'une phrase était commune aux deux rituels infernaux que tout, pourtant, opposait. Voici, en substance, ce que les sorciers esquimaux et les prêtres des marais de Louisiane avaient psalmodié devant leurs idoles jumelles, les sections entre les mots correspondant aux pauses effectuées par les récitants lors du chant. Fngluim glnaf, ktulur lie, woga nagl ftagn. Legrasse avait un coup d'avance sur le professeur Webb, car plusieurs des mulâtres faits prisonniers par ces hommes lui avaient révélé le sens de cette formule, qui leur avait été enseignée par des célébrants plus âgés. Ce texte, en l'état, pouvait se traduire de la manière suivante. Du fond de son tombeau à Arliet, Cthulhu rêve et attend. Alors, à la demande générale et pressante de l'assistance,
l'inspecteur Legrasse relata minutieusement sa confrontation avec les adorateurs des marais, un récit auquel mon oncle avait accordé, semblait-il, beaucoup d'importance. Il avait la saveur des plus folles divagations des faiseurs de mythes et des théosophes, et dénotait chez ces sans-mêlés et autres parias un insoupçonnable degré d'imagination cosmique. Le 1er novembre 1907, la police de la Nouvelle-Orléans avait reçu un appel à l'aide désespéré en provenance de cette région de lagunes marécageuses qui s'étend au sud de la ville. Ses habitants, pour la plupart de frustres mais honnêtes descendants des hommes de Lafitte, étaient en proie à la terreur la plus pure depuis qu'un fléau inconnu s'était abattu sur eux au cours de la nuit. Il semblait mettre en cause le vaudou, ou plutôt une effroyable variété de vaudou dont ils n'avaient encore jamais fait l'expérience. Plusieurs de leurs femmes et enfants avaient disparu depuis que les battements incessants d'un tam-tam démoniaque résonnaient dans les profondeurs de ces bois obscurs et hantés où nul n'osait s'aventurer. S'en échappaient également des cris démentiels et des hurlements déchirants, des mélopées cauchemardesques et d'infernales flammes dansantes, à tel point, avait conclu le messager terrifié, que la situation était devenue intolérable pour les habitants des marais. Un détachement de 20 policiers, répartis dans 2 fourgons et une automobile, quitta donc la ville en fin d'après-midi, guidé par le messager transi de peur. Arrivés au bout de la route praticable, ils mirent pied à terre et pataugèrent en silence sur plusieurs kilomètres, sous les inquiétantes frondaisons des cyprès où la lumière du jour ne filtre jamais. Des racines torves et de malfaisants filets de mousse espagnole suspendus aux branches entravaient leur progression, tandis que les vestiges de quelques morbides habitats, ici un tas de pierres poisseuses, là un pan de mur putréfié, intensifiaient l'atmosphère oppressante que chaque arbre difforme et chaque îlot spongieux contribuait à créer. Quand le village de leur guide, une misérable grappe de cahutes, se détacha enfin dans le lointain, ses habitants hystériques coururent se réfugier autour du groupe de lanternes sautillantes. Le tumulte assourdi des tam-tams était désormais perceptible au plus profond des marécages, et des hurlements à glacer le sang leur parvenaient par intermittence, chaque fois que le vent tournait. Au loin, par-delà les travées sans fin des bois enténébrés, un flamboiement rougeâtre palpitait derrière de pâles broussailles. Malgré leur peur de se retrouver de nouveau seuls, les villageois effrayés refusèrent catégoriquement de faire le moindre pas en direction de cette cérémonie blasphématoire. Abandonnés par leur guide, Legrasse et ses 19 collègues s'engouffrèrent donc seuls dans d'obscures galeries d'épouvante qu'aucun d'entre eux n'avait jamais foulées. La région dans laquelle les policiers venaient de pénétrer avait la réputation d'être un territoire maudit, que les Blancs n'osaient ni traverser ni explorer. Les légendes qui l'entouraient faisaient mention d'un lac secret dérobé à la vue des mortels, où demeurait une informe chose blanche et polypeuse, aux dimensions monstrueuses et bardée d'yeux luminescents. Les villageois racontaient à voix basse que des démons aux ailes de chauve-souris jaillissaient à minuit de grottes souterraines pour venir l'adorer. D'après eux, elle siégeait déjà ici bien avant d'Iberville, bien avant la Salle, bien avant les Indiens et même bien avant les animaux et les oiseaux de la forêt. C'était un cauchemar incarné, et poser les yeux sur elle signifiait la mort. Mais elle hantait les songes des hommes, si bien qu'ils en avaient appris assez pour l'éviter. La bacchanale vaudou avait lieu à la périphérie de ce domaine interdit, mais c'était suffisamment près pour dissuader les villageois de s'en approcher, comme si le lieu même de la cérémonie les terrifiait plus encore que les bruits révoltants et les événements tragiques qui l'accompagnaient. Seule la poésie ou la démence pourrait rendre justice aux clameurs perçues par les hommes de Legrasse, tandis qu'ils s'enfonçaient péniblement dans ce bourbier obscur, en direction de la lueur rougeoyante et des tam-tams étouffés. Certaines qualités vocales sont propres aux hommes et d'autres aux animaux, et rien n'est plus terrible que d'entendre les unes jaillir des gosiers des autres.
La fureur bestiale et la débauche orgiaque engendraient des hurlements et des râles d'une telle intensité démoniaque qu'ils déchiraient la nuit, déferlant sur la forêt obscurcie à la manière d'ouragans pestilentiels vomis par les abîmes de l'enfer. Par moments, les ululements archaïques cessaient pour laisser place à un chœur chevronné de voix rauques, psalmodiant en rythme cette funeste formule ou prière. Fnglui mglnaf, ktulurlie wuganagl ftagn. Enfin, les policiers, qui avaient atteint un bosquet d'arbres plus minces, découvrirent soudain l'affreux spectacle. 4 d'entre eux chancelèrent, l'un perdit connaissance et 2 autres, fortement ébranlés, poussèrent des cris d'épouvante heureusement couverts par la folle cacophonie de l'orgie en cours. Le Grass aspergea d'eau des marais le visage de l'homme évanoui, puis tous se regroupèrent, tremblants et comme hypnotisés d'horreur. Au centre d'une clairière naturelle du marécage se dressait un îlot herbeux large d'un demi-hectare environ, vierge de tout arbre et relativement sec. Là caracolait et se tordait une indescriptible horde d'humains monstrueux, comme seuls auraient pu la figurer un Saïm ou un Angarola. Complètement nus, cette engeance métissée braillait, mugissait et se contorsionnait autour d'un gigantesque feu de joie circulaire, au cœur duquel se dressait, et visible entre les langues de flamme, un monolithe de granit haut d'au moins 2,50 mètres. À son sommet trônait, incongrue dans sa petitesse, la vénéneuse idole sculptée. Le monolithe cerné par les flammes était également au centre d'un vaste cercle formé par 10 gibets, auxquels pendaient, le cou brisé, les corps méthodiquement scarifiés des malheureux villageois disparus. Circonscrite entre le cercle de cadavres et le cercle de feu, une ronde bondissante entraînait les adorateurs excités de la gauche vers la droite en une bacchanale sans fin. Victime d'une hallucination auditive ou bien d'un simple écho, l'un des hommes de Legrasse, un Espagnol au nerf fragile, crut entendre des réponses à l'incantation s'élever de cette obscure et lointaine section des bois qui inspirait tant de légendes et d'horreurs aux natifs de la région. Par la suite, je rencontrai et interrogeai cet homme, Joseph D. Galvez. Il fit preuve au cours de notre entretien d'une imagination débordante, allant jusqu'à prétendre avoir perçu les battements voilés d'ailes immenses, ou entrevu des yeux luisants et une titanesque masse blanche par-delà les branchages les plus reculés. Selon moi, le pauvre bougre avait trop prêté l'oreille aux superstitions locales. Cependant, l'hébétude horrifiée des policiers fut de courte durée. Le devoir passait avant tout, et malgré la bonne centaine d'officiers métis qui leur faisaient face, les agents se fièrent à leurs armes à feu et plongèrent avec détermination au milieu de l'écœurant attroupement. 5 minutes durant, le vacarme et le chaos de la mêlée défièrent toute description. Les coups de poing le disputèrent au coup de feu, et de nombreux hommes prirent la fuite. Mais à l'issue du combat, Legrasse avait fait pas moins de 47 ombrageux prisonniers, qu'il somma de se rhabiller à la hâte et de s'aligner entre 2 rangées de policiers. 5 adeptes avaient péri pendant l'assaut, 2 autres, grièvement blessés, furent emportés par leurs camarades sur des civières de fortune. La statuette, bien entendu, fut soigneusement descendue du monolithe et confiée à Legrasse. Interrogés au commissariat après un voyage éprouvant tant nerveusement que physiquement, les prisonniers se révélèrent être d'une nature abâtardie, vile et mentalement aberrante. Il s'agissait pour la plupart de marins matinés de noir et de mulâtres originaires des Caraïbes ou de l'île de Brava au Cap-Vert, ceux-là même qui donnaient à ce culte composite sa coloration vaudou. Toutefois, dès le début de l'interrogatoire, il devint évident qu'ils adhéraient à une croyance bien plus profonde et bien plus ancienne que le simple fétichisme africain. Bien qu'ignorantes et dépravées, ces créatures exprimèrent avec une surprenante cohérence l'idée centrale de leur foi répugnante. Ils disaient adorer les grands anciens,
qui vécurent bien des ères avant l'apparition des hommes, et qui, venus du ciel, avaient investi notre monde du temps où il était encore jeune. Ces anciens, désormais disparus, gisaient dans les entrailles de la terre ou au fond de la mer. Mais leurs dépouilles avaient chuchoté leurs secrets dans les rêves des premiers hommes, et ceux-ci leur avaient voué un culte qui subsistait encore aujourd'hui. C'était à ce culte que les prisonniers appartenaient. Selon eux, il existait depuis toujours et perdurerait à jamais, tapi dans les lointains déserts et les obscurs recoins de notre terre, jusqu'au jour où son grand prêtre Cthulhu s'éveillerait dans sa sombre demeure de R'lyeh, la grandiose cité sous-marine, pour reconquérir le monde. Quand les étoiles seraient propices, il lancerait son appel et ses adorateurs secrets sortiraient de l'ombre pour le délivrer. D'ici là, rien de plus ne devait être révélé aux profanes. Les prisonniers préservaient un secret que même la torture n'aurait su leur arracher. L'humanité était loin d'être la seule espèce douée de conscience sur cette terre, car des formes surgissaient parfois des ténèbres pour se manifester aux rares fidèles. Il ne s'agissait cependant pas des grands anciens qu'aucun homme n'avait jamais contemplés. L'effigie sculptée représentait le puissant Cthulhu, mais aucun des prisonniers n'aurait pu dire si les autres anciens lui ressemblaient ou non. Comme plus personne n'était capable de déchiffrer l'antique écriture, le savoir était transmis oralement. La prière rituelle ne renfermait pas ce fameux secret, car celui-ci ne pouvait être prononcé à haute voix, mais seulement murmuré. L'incantation ne signifiait rien d'autre que, du fond de son tombeau à R'lyeh, Cthulhu rêve et attend. Seuls 2 des prisonniers furent jugés suffisamment sains d'esprit pour être pendus. Les autres furent confiés à diverses institutions. Tous nièrent avoir pris part au sacrifice rituel, alléguant que les meurtres avaient été commis par des créatures aux ailes noires qui avaient quitté leur ancestral lieu de réunion dans les bois maudits pour les rejoindre. Il fut toutefois impossible de leur soutirer une description cohérente de ces mystérieux alliés. Les informations recueillies par la police provenaient pour la plupart d'un métis immensément âgé nommé Castro, qui déclarait avoir vogué vers des ports étranges et s'être entretenu avec des prêtres immortels de la secte dans les montagnes de Chine. Les bribes d'horribles légendes dont se souvenait le vieux Castro faisaient pâlir les spéculations des théosophes et soulignaient le caractère jeune et transitoire de l'humanité et de notre monde. Durant de lointains éons, d'autres entités avaient régné sur la terre, qu'elles avaient peuplée d'immenses cités. Selon les dires des Chinois sans âge que le marin avait rencontrés, les rochers cyclopéens qui parsèment certaines îles du Pacifique étaient leurs vestiges. Ces entités avaient péri bien des millénaires avant l'avènement des hommes, mais certaines pratiques occultes permettraient de les ramener à la vie, lorsque les astres retrouveraient l'alignement propice dans le cycle de l'éternité. Elles-mêmes venaient des étoiles, et leurs idoles les avaient accompagnées dans leur chute. Ces grands anciens, avait expliqué Castro, n'étaient pas à proprement parler des êtres de chair et de sang. Ils possédaient un corps, comme l'attestait la statuette en pierre d'étoile, mais ce corps n'était pas constitué de matière. Quand les astres leur étaient favorables, ils pouvaient fendre l'espace et plonger de monde en monde. Dans le cas contraire, ils s'éteignaient. Mais même s'ils avaient cessé de vivre, ils n'étaient pas réellement morts pour autant et ne le seraient jamais. Ils gisaient au fond de leur tombeau de pierre au sein de la vaste R'lyeh, préservés par les sortilèges du puissant Cthulhu dans l'attente de leur glorieuse résurrection, le jour où les astres et la terre seraient prêts pour leur retour. Mais lorsque ce moment viendrait, seule une force extérieure pourrait libérer leur corps. Ces mêmes sortilèges qui les conservaient intacts les empêchaient également de prendre l'initiative. Ils en étaient réduits à attendre et à méditer, étendus dans l'obscurité pendant que s'écoulaient d'innombrables millions d'années. Ils n'ignoraient toutefois rien de ce qui se passait dans l'univers,
car ils communiquaient par la pensée. En ce moment même, ils conversaient sans doute au fond de leur tombeau. Quand du chaos infini avaient émergé les premiers hommes, les grands anciens s'étaient adressés aux plus réceptifs d'entre eux par le biais de leurs songes. Modeler les rêves des humains était pour eux l'unique moyen de transmettre leur langage à nos grossiers esprits de mammifères. Ces premiers hommes, murmurait Castro, avaient dès lors voué un culte aux hautes idoles que leur avaient montrées les grands anciens. Des idoles polies par les vents stellaires, échouées sur terre bien des âges plus tôt. Ce culte ne mourrait jamais jusqu'à ce que les astres aient retrouvé leur place. Alors les prêtres clandestins libéreraient le grand Cthulhu de son tombeau, afin qu'il ramène ses sujets à la vie et reconquiert son empire sur le monde. Le jour de son réveil serait aisé à déterminer, car il adviendrait quand l'humanité serait devenue pareille aux grands anciens, libre, sauvage, affranchie du bien et du mal, foulant aux pieds les lois et la morale, et plongée dans le tumulte euphorique et meurtrier d'une orgie sans fin. Les anciens délivrés enseigneraient alors aux hommes de nouvelles façons de hurler, d'exulter, de tuer et de jouir, et la planète entière flamboierait dans un holocauste d'extase libératrice. D'ici là, la secte devait, grâce aux rituels appropriés, perpétuer le souvenir de ces antiques arcanes et prédire leur retour prochain. Aux premières heures de l'humanité, certains élus s'entretenaient en rêve avec les anciens ensevelis, mais ces échanges avaient pris fin quand R'lyeh, l'immense cité aux monolithes et aux sépulcres de pierre, avait été engloutie par les flots. Les eaux des abysses, abritant le seul mystère primordial capable d'entraver la pensée, sonnèrent le glas de cette communication spectrale. Mais elle survécut dans les mémoires, et à en croire les grands prêtres, la cité remonterait quand les astres seraient propices. Puis vint le temps des noirs esprits de la terre, ces ombres putréfiées vomies par le sol qu'accompagnaient d'indistinctes rumeurs jaillies de grottes sous-marines oubliées. Mais Castro n'osa pas en parler davantage. Il s'interrompit brusquement après les avoir évoqués et refusa d'en dire plus, en dépit des trésors de persuasion et de ruse que déployèrent les inspecteurs. Curieusement, le vieux marin répugnait également à décrire la taille des anciens. Quant à la secte, il estimait qu'elle avait pour origine le sauvage désert d'Arabie, là où Hiram, la cité des piliers, rêve inviolé entre les dunes. Le culte n'avait aucun rapport avec la sorcellerie européenne et demeurait pratiquement inconnu en dehors de ses adeptes. Aucun grimoire n'y faisait jamais vraiment allusion, bien que les Chinois immortels aient suggéré qu'il exista dans le Necronomicon de l'arabe fou Abdul al-Azred des phrases équivoques destinées aux seuls initiés, au premier rang desquels ces vers fort controversés. « N'est pas mort ce qui a jamais d'or, et au fil des âges peut mourir même la mort. » Legrasse, profondément ébranlé et plus que perplexe, avait en vain tenté de se renseigner sur la filiation historique de la secte. Manifestement, Castro n'avait pas menti au sujet de sa clandestinité. Le culte secret, comme l'idole ayant confondu les experts de l'université Tulane, l'inspecteur s'était donc adressé aux plus éminents archéologues du pays lors de leur réunion annuelle où l'attendaient le professeur Webb et son aventure groenlandaise. L'importante correspondance que les membres du Congrès échangèrent plus tard entre eux, et à laquelle j'ai pu avoir accès par la suite, démontre tout l'intérêt fébrile qu'avait suscité chez ces historiens le récit de Legrasse et la statuette qui l'étayait, même si cela est à peine mentionné dans le compte-rendu officiel des débats publiés par l'association. La prudence est de mise lorsque l'on est, comme ces hommes, régulièrement exposé aux pires impostures et charlataneries. Legrasse prêta quelque temps l'idole au professeur Webb, mais elle lui fut rendue à la mort de ce dernier et demeure depuis en sa possession. J'ai pu l'examiner il y a peu. C'est un objet proprement terrifiant et indéniablement semblable à la sculpture onirique du jeune Wilcox.
L'enthousiasme de mon oncle pour l'artiste m'apparaissait désormais bien compréhensible. Compte tenu du savoir sur la secte qu'il avait hérité de Legras, j'imagine sans mal son émoi devant cet impressionnable jeune homme qui, non content d'avoir puisé dans ses rêves la même créature et les mêmes hiéroglyphes que ceux des fétiches de Louisiane et du Groenland, en avait également extrait rien moins que les 3 mots exacts de la formule psalmodiée par les adorateurs du diable esquimau et les sans-mêlés des marécages. Il était dès lors tout naturel que le professeur Angel ait entrepris sa méticuleuse étude. Je soupçonnais toutefois le jeune Wilcox d'avoir eu au préalable connaissance de la secte et d'avoir inventé une série de songes propres à en entretenir et à en rehausser le mystère aux yeux de mon oncle. S'il est vrai que les comptes rendus oniriques et les coupures de presse compilées par le professeur appuyaient les dires de Wilcox, mon intraitable rationalisme et l'invraisemblance de toute cette histoire m'incitaient néanmoins à adopter la conclusion qui m'apparaissait la plus raisonnable. C'est pourquoi, après m'être replongé dans l'étude du manuscrit et avoir recoupé le récit de Legras avec les notes théosophiques et anthropologiques de mon oncle, je me rendis à Providence afin de rencontrer le sculpteur et de lui signifier combien je trouvais méprisable son attitude envers un homme d'un tel âge et d'une telle érudition. Wilcox vivait toujours seul dans la pension Fleur de Lys sur Thomas Street, une affreuse imitation victorienne de l'architecture bretonne du XVIIe siècle qui, nichée entre les ravissantes demeures de style colonial bâties sur l'ancienne colline, exhibait sa criarde façade en stuc à l'ombre du plus beau clocher géorgien d'Amérique. Je le trouvais en plein travail dans son atelier, et au vu des œuvres éparpillées çà et là, ne pus m'empêcher de lui reconnaître un génie authentique et puissant. Il accédera un jour, je le crois, au panthéon des grands artistes décadents, car il a modelé dans l'argile et sculptera un jour dans le marbre les mêmes cauchemars et fantasmagories qu'Arthur Machen s'est évoqués en prose et que Clark Ashton Smith incarne dans ses tableaux et poèmes. Wilcox était un jeune homme brun et frêle, à l'apparence négligée. Sans quitter son siège, il tourna paresseusement la tête vers moi quand je frappai à sa porte et me demanda ce qui m'amenait. Son visage s'éclaira cependant à la mention de mon nom de famille. L'intérêt de mon oncle pour ses rêves étranges avait en effet piqué sa curiosité, d'autant plus que le professeur ne lui en avait jamais expliqué la raison. Je me gardais bien de le renseigner sur ce point et m'efforçais au contraire, par de subtiles questions, de le pousser à se trahir. Quelques minutes de cet interrogatoire suffirent à me convaincre de son absolue sincérité. Il parlait de ses songes d'une telle manière que l'on ne pouvait se méprendre sur leur authenticité. Ces visions oniriques et l'empreinte qu'elles avaient laissée sur son inconscient avaient profondément influencé son art, et il me montra une statue malsaine dont les contours me firent presque trembler tant il émanait d'eux une puissante noirceur. Cette créature, qu'il n'avait jamais vue avant d'en trouver une représentation en bas-relief, au réveil dans son atelier, s'était imposée à lui et avait machinalement pris forme sous ses doigts. Il s'agissait, sans nul doute, de l'être titanesque qui l'avait obsédé lors de sa crise délirante. Je compris vite qu'en dehors de quelques notions divulguées par mon oncle au cours de leur séance, il ignorait tout de la secte secrète. Je m'efforçai à nouveau de percer le mystère des perceptions nocturnes du jeune homme. L'étrange poésie qu'il insufflait à la description de ses songes était telle que je crus contempler de mes propres yeux, et avec une effroyable précision, les blocs de pierre verdâtres et fangeux de la cité cyclopéenne, dont la géométrie, ajouta curieusement Wilcox, était totalement faussée, et percevoir avec effroi cet appel incessant et informulé qui montait des profondeurs. Cthulhu Ftagn, Cthulhu Ftagn. Ces mots, tout droit sortis du funeste rituel qui évoquait le demi-sommeil du défunt Cthulhu dans son caveau de pierre à Harliet, m'ébranlèrent fortement en dépit de mon pragmatisme convaincu. Il ne faisait aucun doute que Wilcox avait entendu parler de la secte par le passé, puis l'avait oublié dans la masse de ses nombreuses lectures et de ses contemplations fantastiques.
Bien plus tard, ce souvenir, de par sa puissance évocatoire, avait retrouvé le chemin de son inconscient au moyen de ses rêves, du bas-relief et de l'abominable statue qui s'offrait à ma vue en ce moment même. En fin de compte, mon oncle avait été victime d'une supercherie involontaire. Sans prétendre pouvoir un jour apprécier ce jeune homme un brin grossier et affecté, j'étais désormais disposé à admettre à la fois son génie et son honnêteté. Je le saluai cordialement avant de prendre congé et lui souhaitais tout le succès que son talent permet d'augurer. Restait l'énigme du culte clandestin, qui me fascinait tant que j'ambitionnais d'acquérir quelque notoriété en publiant des recherches sur ses origines et ses affiliations. De passage à la Nouvelle-Orléans, je m'entretins avec Legrasse et d'autres policiers ayant participé à la rafle. J'examinai l'épouvantable idole et pus même interroger certains des prisonniers mulâtres encore en vie. Le vieux Castro, malheureusement, était mort quelques années plus tôt. Si elle ne faisait que confirmer les écrits de mon oncle, ces informations obtenues de première main galvanisèrent mon enthousiasme. J'étais maintenant persuadé d'être sur la piste d'une très réelle, très secrète et très ancienne religion dont la découverte pourrait faire de moi un anthropologue reconnu. Fidèle à mes convictions matérialistes d'alors, auxquelles j'aimerais encore adhérer aujourd'hui, je repoussai avec un inexplicable mauvais esprit les concordances entre les coupures de presse et les rêves consignés par mon oncle. Concernant la mort de ce dernier, je commençai à nourrir sur ses causes naturelles quelques soupçons, qui, je le crains, se sont avérés depuis. Il s'était écroulé sur les pavés d'une ruelle étroite et escarpée qui surplombait les quais grouillants d'étrangers du vieux port, après qu'un matelot noir l'eût accidentellement bousculé. Je n'oubliais ni les origines métissées ni les professions maritimes des séides arrêtés en Louisiane, et je n'eus guère été surpris d'apprendre l'existence au sein de ce culte de méthodes et de poisons secrets aussi barbares et aussi anciens que ses impénétrables rituels et croyances. Legrasse et ses hommes avaient, il est vrai, été épargnés, mais on ne pouvait en dire autant d'un matelot norvégien qui avait été témoin de certains événements. Se pouvait-il que les recherches entreprises par mon oncle après les révélations du jeune sculpteur soient remontées jusqu'aux sinistres membres de la secte? Je pense à présent que le professeur Angel est mort parce qu'il en savait trop, ou qu'il était sur le point d'en savoir trop. L'avenir seul pourra dire si l'on me réserve le même sort, maintenant qu'à mon tour j'en sais beaucoup plus. Si le ciel daigne un jour m'accorder une faveur, ce serait d'abolir purement et simplement le hasard qui me fit poser les yeux sur ces pages funestes qui tapissaient le fond d'une étagère. Sans cela, elles me seraient restées inconnues, car elles provenaient d'un ancien numéro de la revue australienne The Sydney Bulletin, daté du 18 avril 1925, qui avait même échappé à la vigilance de l'agence de dépêche chargée à cette même époque de recueillir la documentation pour les recherches de mon oncle. J'avais alors presque entièrement abandonné mes investigations sur le culte de Cthulhu, selon les termes du professeur Angel, et m'étais rendu à Paterson, dans le New Jersey, afin d'y rencontrer un chercheur de mes amis, conservateur du musée local et minéralogiste de renom. Un jour où j'examinais les œuvres de la réserve, sommairement entreposées le long des rayonnages d'une arrière-salle du musée, mon œil s'arrêta sur une étrange image illustrant l'une des vieilles revues étalées sous les roches précieuses. Il s'agissait du Sydney Bulletin mentionné plus haut, dont la présence ici s'expliquait par les nombreuses relations qu'entretenait mon ami de par le vaste monde. L'illustration, en fait une simili-gravure,
représentait une repoussante statuette de pierre quasiment identique à celle que Legrasse avait découverte dans les marécages. Je débarrassai sans attendre la page de son précieux contenu et dévorai avidement l'article en question, que je trouvais bien trop succinct à mon goût. Ce qu'il suggérait revêtait toutefois pour mes recherches en suspens une importance capitale, et je le découpai avec soin, bien décidé à reprendre sans plus tarder mes investigations. En voici la teneur. Mystérieuse épave retrouvée en mer. Remorquage par le Vigilant d'un navire en détresse. Un survivant et un cadavre à son bord. Récit d'un combat désespéré et de mort en pleine mer. Le marin rescapé ne dit pas tout de son étrange aventure. Curieuse idole découverte en sa possession. Enquête en cours. Le Vigilant, un cargo de la compagnie Morrison au départ de Valparaiso, a regagné ce matin son port d'attache de Darling Harbour en remorquant l'Alert, une vedette à vapeur endommagée et lourdement armée immatriculée à Dunedin, Nouvelle-Zélande, qui avait été repérée le 12 avril par 34°21' de latitude sud et 152°17' de longitude ouest, avec à son bord un vivant et un mort. Le Vigilant quittait Valparaiso le 25 mars. Le 2 avril, une tempête d'une rare violence et des vagues colossales ont considérablement dérouté le navire au sud de sa trajectoire. C'est le 12 avril que l'épave a été repérée. Bien qu'en apparence abandonnée, on a découvert à son bord un survivant en proie au délire ainsi que le cadavre d'un homme manifestement décédé depuis plus d'une semaine. Le rescapé serrait contre lui une repoussante idole de pierre, haute d'une trentaine de centimètres environ et d'origine inconnue, dont la nature même continue de déconcerter les plus éminents spécialistes de l'Université de Sydney, de la Royal Society et de l'Australian Museum. L'homme a déclaré l'avoir découverte à l'intérieur de la cabine du navire, nichée dans un petit coffret sculpté dépourvu d'ornements. Après avoir repris ses esprits, le survivant, un certain Gustav Johansen, a rapporté une stupéfiante histoire de piraterie et de sauvagerie en mer. Ce Norvégien, à l'intelligence remarquable, officiait en tant que premier lieutenant sur l'Emma, une goélette d'Auckland partie le 20 février à destination de Callao, avec à son bord 11 hommes d'équipage. D'après son récit, l'Emma, sensiblement ralentie et déviée loin au sud de son cap par la grande tempête du 1er mars, croisa l'Alert et son inquiétant équipage de sauvages et de métis le 22 mars, par 49°51' de latitude sud et 128°34' de longitude ouest. Après le refus du capitaine Collins de faire demi-tour, comme l'avait sèchement ordonné l'Alert, l'étrange équipage ouvrit brutalement et sans sommation le feu sur la goélette à l'aide de sa prodigieuse batterie de canons en laiton. La riposte des hommes de l'Emma, si l'on en croit le survivant, ne se fit pas attendre. Malgré le naufrage imminent de la goélette dû aux dommages essuyés sous sa ligne de flottaison, ils parvinrent à approcher puis aborder le navire ennemi. S'engagea alors sur le pont un combat désespéré contre l'équipage sanguinaire en légère supériorité numérique, à l'issue duquel les marins victorieux de l'Emma se virent dans l'obligation d'abattre leurs adversaires jusqu'au dernier, tant ceux-ci faisaient preuve d'une férocité aussi maladroite qu'abjecte. 3 des hommes de la goélette périrent lors de l'assaut, parmi lesquels le capitaine Collins et le second Green. Les 8 marins survivants, désormais sous les ordres du premier lieutenant Johansen, s'emparèrent alors de l'Alert et reprirent leur cap initial, afin de découvrir pour quelle raison on leur avait ordonné de virer de bord. Le lendemain, semble-t-il, ils arrivèrent en vue d'une petite île et y accostèrent, bien qu'aucune carte ne mentionne la moindre terre émergée dans ce secteur. 6 des hommes y trouvèrent la mort. Johansen se montre particulièrement réticent lorsqu'il s'agit d'évoquer cet épisode et déclare seulement qu'il serait tombé dans quelque précipice. D'après son témoignage, son dernier compagnon et lui regagnèrent alors le vaisseau, qu'ils s'efforcèrent de manœuvrer jusqu'à ce que la tempête du 2 avril manque de les faire chavirer.
Des 10 jours qui ont précédé son sauvetage le 12 avril, l'homme n'a conservé que peu de souvenirs. Il ne parvient même pas à se rappeler la date du décès de William Brydon, son compagnon d'infortune. Les causes de la mort de Brydon restent indéterminées, même si tout porte à croire qu'il a succombé à une intense émotion ou à une lente hypothermie. Les communiqués perçus par télégramme depuis Dunedin rapportent que l'Alert était un navire marchand bien connu dans l'archipel, où il traînait le long du front de mer une bien sinistre réputation. Il appartenait à une étrange congrégation de métis dont les fréquents rassemblements et les excursions nocturnes dans les bois n'avaient pas manqué d'attirer l'attention. L'Alert avait levé l'ancre en toute hâte juste après la tempête et les secousses sismiques du 1er mars. Notre correspondant à Auckland souligne à l'inverse l'excellente réputation de l'Emma et de son équipage et décrit Johansen comme un homme honnête et respectable. À compter de demain, une enquête commissionnée par l'Amirauté se penchera sur l'affaire. Espérons qu'elle saura inciter Johansen à parler plus librement qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. Il n'y avait rien de plus, sinon la simili-gravure de l'infernale effigie. Mais quel enchaînement d'idées cela fit naître dans mon esprit! Je venais de découvrir une véritable mine d'informations nouvelles sur le culte de Cthulhu, et la preuve que cette secte poursuivait d'étranges desseins aussi bien en mer que sur terre. Sinon, pour quelle raison l'équipage métis du navire abritant l'ignoble idole avait-il ordonné à l'Emma de faire demi-tour? Quelle était donc cette île inconnue sur laquelle 6 des marins de la goélette avaient trouvé la mort et que le premier lieutenant Johansen répugnait tant à évoquer? Les investigations du tribunal maritime avaient-elles abouti? Et que savait-on de la secte néfaste qui sévissait à Dunedin? Mais le plus prodigieux de tout cela, que fallait-il penser du lien surnaturel et profond qui unissait toutes ces dates et qui, à n'en pas douter, conférait un sens caché, indéniable et pernicieux aux différents événements scrupuleusement consignés par mon oncle. Le 1er mars, ou le 28 février, selon la ligne de changement de date, se déchaînaient une tempête et un tremblement de terre. Le jour même, l'Alert et son équipage corrompu quittaient précipitamment Dunedin, comme s'ils répondaient à une mystérieuse et impérieuse convocation, tandis qu'à l'autre bout de la planète, des poètes et des artistes se mettaient à rêver d'une mystérieuse et cyclopéenne cité engloutie, et qu'un jeune sculpteur façonnait dans son sommeil une représentation du terrifiant Cthulhu. Le 23 mars, les survivants de l'Emma touchaient le rivage d'une île inconnue où 6 d'entre eux devaient perdre la vie. À cette même date, les songes des sujets les plus réceptifs gagnaient en précision et en horreur, en figurant un monstre gigantesque qui les poursuivait impitoyablement. Presque en même temps, un architecte perdait la raison et le jeune Wilcox sombrait dans une terrible crise de délire. Et que dire de la tempête du 2 avril, date à laquelle prirent fin les rêves de la cité sous-marine, tandis que le sculpteur sortait indemne de son étrange fièvre? Que penser de tout cela? Que penser également des allusions du vieux Castro à ces anciens engloutis descendus des étoiles, à leur règne imminent, à leurs fidèles adorateurs et à leur emprise sur les rêves? Je me sentais tituber à l'orée d'un abîme d'horreur cosmique où l'homme n'avait pas sa place. Si c'était bien le cas, elle ne devait affecter que l'esprit, car les événements du 2 avril avaient d'une manière ou d'une autre mis fin à la menace indicible qui avait entrepris d'assiéger l'âme humaine. Ce soir-là, après une harassante journée de préparatifs et d'envoi de cablogrammes, je fis mes adieux à mon hôte et sautai dans un train pour San Francisco. Moins d'1 mois plus tard, j'arrivais à Dunedin, où, à mon grand regret, on ne savait presque rien des inquiétants adeptes de la secte secrète qui jadis écumaient les vieilles tavernes du port. Les quais regorgeaient de canailles en tout genre, et ceux-ci n'avaient pas marqué les mémoires. De vagues rumeurs faisaient cependant état d'une excursion dans les terres qu'avaient un jour effectuée ces sans-mêlés. On se rappelait des battements de tambours et des flammes rouges qui avaient peuplé la nuit depuis les collines lointaines. À Auckland, j'appris que les cheveux blonds de Johansen avaient viré au blanc à son retour d'un interrogatoire de pure forme à Sydney,
et qu'il avait vendu sa maisonnette à West Street avant de rentrer en Norvège avec sa femme. Quant à son incroyable aventure, ses amis n'en savaient pas plus que ce qu'il avait raconté aux agents de l'amirauté. Tout ce qu'il pouvait me donner, c'était son adresse à Oslo. Je partis ensuite pour Sydney afin de m'entretenir avec plusieurs marins et membres du tribunal de l'amirauté, sans résultat. Depuis le quai circulaire qui longe la baie de Sydney, je pus observer l'Alert, désormais reconverti en navire de commerce, mais son impénétrable carcasse ne m'apprit rien. L'effigie accroupie à la gueule de pieuvre, au corps de dragon, aux ailes squameuses et au piédestal orné de hiéroglyphes, avait rejoint la collection du musée de Hyde Park, où je pus l'étudier à mon aise et la trouver bien malgré moi d'un exquis raffinement dans sa dépravation, et empreinte du même mystère, de la même éternité et de la même inhumaine étrangeté que m'inspirait le spécimen de Le Gras. Son existence seule, m'avoua le conservateur, médusait les géologues, pour qui cette roche n'était pas de notre monde. Je me remémorais alors en frissonnant les confidences de Castro au sujet des anciens. Ils venaient des étoiles, et leur idole les avait accompagnés dans leur chute. En proie à un bouleversement mental d'une ampleur sans précédent, je résolus de me rendre à Oslo pour rencontrer le premier lieutenant Johansen. J'embarquai pour Londres, où m'attendait un navire en partance pour la capitale norvégienne. Par une journée d'automne, je débarquai sur les quais bien tenus du quartier d'Ekeberg. J'appris que Johansen habitait dans la vieille ville du roi Harald Hardrada, qui avait fièrement conservé le nom d'Oslo quand le reste de la cité avait hypocritement adopté celui de Christiania. J'effectuai le bref trajet en taxi et me retrouvai bientôt, le cœur battant à tout rompre, à frapper à la porte d'une bâtisse ancienne et propre, dont la façade était recouverte de crépi. Une femme vêtue de noir et au visage triste vint m'ouvrir, et j'éprouvai une vive déception quand elle m'annonça dans un anglais hésitant que Gustaf Johansson n'était plus de ce monde. Il n'avait pas survécu bien longtemps à son retour sur la terre ferme, me confia son épouse, en ajoutant que les événements de 1925 l'avaient brisé. Il ne lui avait rien dit de plus à leur sujet que lors de sa déposition, mais il lui avait laissé un long manuscrit, un simple rapport technique à l'en croire, bien entendu rédigé en anglais afin de préserver sa veuve de la dangereuse tentation de le lire. Alors qu'il marchait dans une ruelle étroite des docks de Göteborg, il avait reçu sur la tête un ballot de vieux papier jeté par la fenêtre d'un grenier qui l'avait assommé. 2 matelots indiens étaient accourus pour l'aider à se relever, mais Johansen avait rendu l'âme avant l'arrivée de l'ambulance. Les médecins, ne pouvant déterminer la cause de sa mort, l'avaient imputé à une faiblesse cardiaque et une complexion affaiblie. Quand j'entendis ceci, je sentis croître dans le tréfonds de mon être une épouvante noire qui ne me quittera qu'au moment de ma propre mort, fût-elle accidentelle ou d'une autre nature. Une fois que j'eus persuadé la veuve de me confier le manuscrit en raison de mes liens avec le rapport technique de son époux, j'emportai le document et en entamai la lecture dans le navire qui me ramenait à Londres. C'était un texte simple et décousu, le journal de bord quelque peu laborieux d'un matelot bien décidé à retranscrire jour après jour les événements de son épouvantable et dernière traversée. Son style approximatif et parfois nébuleux m'empêche de le reproduire ici in extenso, mais il me suffira d'en extraire l'essentiel pour communiquer cet effroi qui me rendit insupportable le bruit des vagues contre la coque, à tel point que je dus me boucher les oreilles avec du coton. Johansen, Dieu merci, ne savait pas tout, même s'il avait contemplé la cité et la créature. Pour ma part, je ne pourrai plus jamais dormir sereinement maintenant que je sais quelles horreurs hantent sans relâche les coulisses de la vie, dans l'espace comme dans le temps, et quelles entités blasphématoires venues des astres immémoriaux rêvent au fond des océans
idolâtrés par une secte de cauchemars prête à tout pour les relâcher sur le monde, à la faveur du prochain séisme qui fera émerger leur monstrueuse cité de pierre à la surface. Le périple de Johansen avait débuté conformément à sa déposition auprès des agents de l'amirauté. Les mâts avaient quitté le port d'Auckland, les cales vides, le 20 février, et avaient été la proie des terribles déferlantes engendrées par le tremblement de terre, celui-là même qui devait tirer des profondeurs marines les visions d'horreur qui avaient peuplé les rêves des hommes à cette époque. Une fois la tempête passée, la goélette avait cinglé à bonne allure jusqu'au 22 mars, jour de son affrontement avec l'Alert. Je perçus toute la tristesse du premier lieutenant au moment d'évoquer le bombardement et le naufrage de son navire. Quant au démon basané qui manœuvrait l'Alert, il en faisait une description proprement terrifiante. Une telle ignominie se dégageait d'eux que les mettre en pièces paraissait un devoir moral, et Johansen faisait preuve dans son manuscrit d'une ingénue perplexité devant l'inculpation de cruauté que les agents de l'amirauté avaient portée contre lui et ses défunts compagnons. Poussés par la curiosité, Johansen et ses hommes avaient poursuivi leur route à bord de l'Alert. Ils avaient bientôt aperçu une grande colonne de pierre qui semblait jaillir des flots. Par 47° 9' de latitude sud et 123° 43' de longitude ouest, ils étaient arrivés en vue d'une côte boueuse, abritant sous la vase et les algues l'architecture cyclopéenne du lieu qui concentrait toutes les peurs de cette terre. Reliait la cauchemardesque cité-nécropole, bâtie d'innombrables millénaires plus tôt par ces ombres immenses et répugnantes, déversées sur notre monde par de noires étoiles. C'était là que gisait le grand Cthulhu et ses nuées. Après d'incalculables cycles de vie passés au fond de leurs caveaux poisseux et verdâtres, ils répandaient enfin les pensées qui emplissaient d'épouvante les songes des hommes les plus réceptifs et ordonnaient impérieusement à leurs fidèles de partir en pèlerinage pour les délivrer et restaurer leur pouvoir. Tout cela, Johansen l'ignorait, mais Dieu sait qu'il n'allait pas tarder à en voir suffisamment. Je présume que seul le sommet de la cité, à savoir cette hideuse citadelle aux monolithes triomphants dans laquelle se terrait le grand Cthulhu, avait dû émerger au-dessus des flots. Quand je pense à l'immensité du territoire tapi sous la surface de l'océan, j'ai presque envie de me tuer sur le champ. Johansen et ses hommes furent frappés de stupeur devant la majesté cosmique de cette ruisselante Babylone peuplée de démons, et ils pressentirent sans doute qu'ils avaient affaire à quelque chose d'étranger à ce monde, quelque chose qu'aucune planète normale n'aurait pu engendrer. L'effroi provoqué par les proportions incroyables des blocs de pierre verdâtre, la taille délirante du grand monolithe sculpté ou la stupéfiante parenté des statues colossales et des bas-reliefs avec l'idole étrange découverte dans le coffret sur l'Alert, transparaissait de façon poignante à chaque ligne de la description horrifiée du premier lieutenant. Bien qu'ignorant tout du futurisme, Johansen s'en approchait beaucoup lorsqu'il dépeignait la cité. Plutôt que de décrire fidèlement chaque construction ou chaque édifice, il s'attardait sur les impressions générales suscitées par les angles prodigieux et les surfaces de pierre, des surfaces d'une telle démesure qu'aucune créature terrestre ne saurait les occuper, et recouvertes d'images et de hiéroglyphes aussi repoussants que sacrilèges. Le passage sur les angles m'intriguait par ailleurs, tant il me rappelait une remarque du jeune Wilcox au sujet de ses rêves. D'après lui, la géométrie du paysage onirique qui l'entourait était aberrante, non euclidienne. Elle évoquait de manière odieuse d'autres dimensions et d'autres sphères d'existence. Et voilà qu'un marin sans éducation ressentait la même chose en contemplant ce paysage terrifiant à l'état de veille. Johansen et ses hommes débarquèrent sur la grève en pente et boueuse de cette monstrueuse acropole et gravirent prudemment ces blocs de pierre titanesques et poisseux, formant comme un escalier qui n'était pas destiné aux humains.
Les rayons du soleil étaient polarisés par les miasmes délétères qu'exsudait cette aberration sous-marine, tandis qu'une menace indistincte mêlée d'appréhension sournoise semblait tapie au fond de ces angles démentiels, creusés dans la roche qui, convexe au premier coup d'œil, devenait concave au second. À peine avait-il posé le pied sur la pierre fangeuse envahie d'algues qu'une chape de terreur s'était abattue sur les explorateurs. Chacun d'eux aurait fui s'il n'avait craint le mépris de ses camarades, et ce fut sans grand enthousiasme et sans succès qu'ils inspectèrent les environs à la recherche de quelques souvenirs à emporter. Ce fut le Portugais Rodriguez qui parvint le premier au pied du monolithe, d'où il hurla aux autres ce qu'il venait de découvrir. Le reste de la troupe le rejoignit, et tous contemplèrent bientôt avec perplexité une immense porte ornée du bas-relief désormais familier de la pieuvre dragon. On eût dit, précisait Johansen, l'entrée d'une gigantesque étable, et tous les hommes présents devinèrent qu'il s'agissait d'une porte à la vue du linteau, du seuil et du chambranle ouvragé qui encadrait le vaste panneau, quand bien même ils ne pouvaient déterminer si elle était posée à plat sur le sol comme une trappe, ou bien de biais comme ces vantaux d'accès aux celliers que l'on trouve dans certains jardins. Wilcox l'avait bien dit, la géométrie de cet endroit était totalement faussée. On ne pouvait y affirmer que le sol et la mer étaient bien à l'horizontale, de sorte que la position relative de tout le reste adoptait une réelle variabilité. Bryden tenta de déplacer la dalle à plusieurs reprises sans y parvenir. Puis Donovan entreprit d'en palper les contours en appuyant partout de façon méthodique. Il escalada interminablement le grotesque bas-relief sculpté dans le battant, quoique le terme escalader ne s'applique sans doute pas à une surface horizontale, et tous s'émerveillèrent de l'existence d'une porte aussi vaste au sein de notre univers. Puis, presque imperceptiblement, le linteau gigantesque se mit à basculer vers l'intérieur, et les hommes comprirent alors qu'il tenait en équilibre. Donovan se laissa glisser, ou plutôt se propulsa le long du chambranle pour retrouver ses compagnons, et tous contemplèrent l'inexplicable affaissement de la monumentale porte ouvragée. Dans cette fantasmagorie de déformation prismatique, elle semblait se mouvoir selon une diagonale impossible qui allait à l'encontre aussi bien des lois de la perspective que de celles de la physique. Le battant s'ouvrait sur des ténèbres presque palpables. Et de fait, cette obscurité semblait dotée d'une qualité positive, car elle assombrissait certaines parois intérieures pourtant exposées à la lumière, et elle jaillit de sa geôle millénaire en une bouffée de fumée noire qui obscurcit le soleil avant de s'éloigner à tire-d'aile membraneuse dans un coin de ciel rétréci et déformé. L'odeur qui s'éleva des profondeurs du gouffre descellé était intolérable. Après un moment de stupeur muette, Hawkins, qui avait l'ouïe fine, crut entendre un affreux clapotis résonner dans les profondeurs. Tous tendirent l'oreille, et tous l'attendaient encore lorsque cela leur apparut, hissant péniblement son corps écumeux jusqu'au sommet de la fosse, où cela comprima son immense et gélatineuse masse verte à travers la porte noire pour sortir dans l'atmosphère viciée de cette cité au délire vénéneux. L'écriture du pauvre Johansen se faisait tremblante au moment d'aborder cet épisode. Sur les 6 hommes qui ne regagnèrent jamais le navire, il pensait que 2 étaient morts terrassés par la peur en cet instant maudit. Quant à la chose, elle ne peut être décrite. Aucun mot d'aucune langue ne saurait exprimer cette déraison abyssale, ancestrale et hurlante. C'était la négation absolue des lois de la matière et de l'énergie, un affront insensé à l'ordre cosmique. Une montagne s'ébranlait et avançait en titubant. Seigneur, comment s'étonner alors qu'à l'autre bout de la terre, en ce même instant, un célèbre architecte ait sombré dans la folie et que le pauvre Wilcox ait été en proie au délire et à la fièvre. Tous 2 avaient été victimes des répercussions télépathiques de cette catastrophe. La chose des idoles, le rejeton vert et visqueux des étoiles,
s'était éveillé pour revendiquer la place qui était la sienne. Les astres étaient propices, et un groupe de marins innocents venait de parachever par accident ce qu'une secte sans âge n'avait su accomplir volontairement. Après des déciliards d'années d'attente, le grand Cthulhu était libre à nouveau, et sa voracité ne connaîtrait pas d'égal. 3 hommes, Donovan, Guerrera et Angstrom, furent fauchés par ses griffes spongieuses avant même de penser à s'enfuir. J'espère qu'ils sont en paix à présent, si tant est que la paix existe dans notre univers. Au cours de la débâcle qui vit les 3 marins restants dévaler frénétiquement en direction du bateau l'infinie perspective rocailleuse tapissée de mousse verte, Parker trébucha. Johansen soutenait qu'il fut englouti par un angle de construction impossible, un angle aigu qui se comportait en angle obtus. Pour finir, seuls Bryden et Johansen atteignirent le canot et ramèrent avec l'énergie du désespoir vers l'Alert, tandis que l'abomination titanesque se vautrait au bas des poisseux degrés de pierre et chancelait, hésitante, au bord de l'eau. Le premier lieutenant ayant pris soin de garder la chaudière sous pression avant de toucher terre, quelques allers-retours paniqués entre la barre et la salle des machines suffirent à mettre l'Alert en branle. Le navire fendit lentement les eaux funestes, laissant derrière lui les atrocités difformes de cet indicible enfer, tandis que sur la grève de cet ossuaire étranger à notre monde, la chose démesurée tombée des étoiles écumait et grondait tel Polyphème maudissant le navire en fuite d'Ulysse. Mais le grand Cthulhu, plus téméraire que le cyclope des légendes, s'enfonça pesamment dans l'eau et se mit à pourchasser le navire, soulevant dans sa fureur cosmique d'immenses vagues. Bryden, qui avait eu le malheur de se retourner, avait soudain éclaté d'un rire strident. Le pauvre avait perdu la raison, et ce rire terrible allait l'accompagner jusqu'à sa mort dans la cabine, une nuit que Johansen errait sur le pont en proie au délire. Mais le premier lieutenant n'avait pas encore baissé les bras. Convaincu que le monstre rattraperait sûrement l'Alert tant que le bateau ne serait pas à pleine vapeur, il misa le tout pour le tout. Poussant les moteurs à plein régime, il regagna le pont à la vitesse de l'éclair et renversa la barre. Cette manœuvre creusa dans l'eau malsaine un large tourbillon spumeux, et à mesure que la colonne de vapeur montait dans le ciel, le courageux Norvégien précipita son vaisseau droit sur son poursuivant, dont l'immense masse gélatineuse s'élevait par-dessus l'écume souillée, telle la proue d'un galion démoniaque. L'horrible face de poulpe aux tentacules grouillants atteignait presque le pourpré du robuste navire, mais Johansen maintint inexorablement son cap. Il s'ensuivit une explosion semblable à l'éclatement d'une vessie, un chuintement humide comme si l'on avait fendu la panse d'un poisson-lune, un remugle pareil au relent de 1000 tombeaux profanés ainsi qu'un bruit que le rédacteur ne pouvait exprimer par écrit. L'espace d'un instant, une brume verte, âcre et aveuglante s'abattit sur le navire, avant de refluer derrière le bateau en un bouillonnement sinistre au sein duquel, Dieu nous garde, la substance dispersée de cette engeance cosmique se reconfigurait atrocement. Le monstre avait presque retrouvé sa forme originelle quand l'Alert, gagnant de la vitesse, parvint à le distancer définitivement. C'était tout. Après cela, Johansen ne fut plus capable de rien, hormis contempler d'un air sombre l'idole trouvée dans la cabine et rassembler quelques vivres afin d'assurer sa survie et celle de l'aliéné ricanant qui l'accompagnait. Il ne toucha plus à la barre après son intrépide échappée, comme si ce dernier combat l'avait privé d'une partie de son âme. Puis vint la tempête du 2 avril, et les ténèbres qui le guettaient obscurcirent enfin sa conscience. Seules des sensations éparses lui restaient de cette période,
une aspiration spectrale dans des puits liquides d'infini, une course vertigineuse à dos de comète dans le tourbillon d'univers chancelant, ou encore des plongées hystériques de l'abîme jusqu'à la lune et de la lune jusqu'à l'abîme, et tout ceci bercé par les cœurs caquetants d'anciens dieux pervertis et hilars, et les ricanements des démons du Tartare aux ailes vertes de chiroptères. À ce rêve fiévreux succéda son sauvetage par le Vigilante, puis le tribunal maritime, les rues de Dunedin, et le long voyage de retour en Norvège dans son ancienne demeure près du quartier d'Ekberg. Il ne pouvait dire la vérité, sous peine de passer pour un fou. C'est pourquoi il lui avait fallu écrire tout ce qu'il savait avant que la mort l'emporte, tout en épargnant son épouse. Il espérait simplement que la faucheuse ravirait ses souvenirs en même temps que sa vie. Ainsi s'achevait le journal de Johansen, que je dépose aujourd'hui dans le coffret métallique aux côtés du bas-relief et des écrits du professeur Angel. Quant au présent compte-rendu, il suivra bientôt le même chemin si je peux conserver la raison. J'espère seulement que personne ne fera jamais les mêmes rapprochements que moi, ni n'aboutira à la même ignoble conclusion. J'ai entrevu les noires horreurs qui peuplent notre univers, et désormais le ciel du printemps comme les fleurs de l'été porteront à mes yeux leur souillure. Mais je ne crois pas qu'il me reste longtemps à vivre. On me réserve probablement le même sort qu'au professeur Angel et qu'au malheureux Johansen. J'en sais beaucoup trop, et le culte n'est pas mort. Cthulhu non plus, je le crains. Sans doute a-t-il regagné le gouffre de pierre qui l'abritait déjà du temps où le soleil était jeune. Reliel, la maudite, a une fois encore sombré sous les flots, car elle avait disparu quand le Vigilante s'était rendu sur les lieux peu après la tempête d'avril. Mais ses fidèles continuent de mugir, de danser et d'immoler leurs victimes dans les recoins secrets de la terre, autour de monolithes coiffés de noires idoles. Il a certainement coulé avec sa nécropole jusque dans son insondable abîme, sans quoi le monde entier retentirait déjà des cris apeurés d'une humanité démente. Qui sait comment tout cela finira ? Ce qui a surgi peut disparaître, et ce qui a disparu peut surgir de nouveau. Dans les profondeurs de l'océan attend et rêve une abomination sans nom, et le déclin se répand sur les chancelantes cités des hommes. Un jour viendra où... Mais je ne peux pas, je ne dois pas y penser. Si, comme je le crains, je devais ne pas survivre à ce manuscrit, j'implore mes exécuteurs testamentaires de privilégier la prudence plutôt que l'audace, et de faire en sorte qu'aucun œil ne puisse jamais parcourir ces lignes.